Donc, d'un point de vue juridique des pratiques sur Twitter, je pense que tu as une présentation aussi. Bonjour à tous. Je vais surtout faire les don'ts, donc vous n'allez pas m'aimer. Parce que finalement, les doux, je vous laisserai... j'ai cassé le matériel. Je vous laisserai déduire tout ça à contrario. Ouais, la première photo, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, Twitter, c'est vrai, c'est récent. On a beaucoup parlé de no man's land, d'impunité, d'anonymat, formidable. Et puis maintenant, on va décevoir tout le monde. Alors, est-ce que quand je fais ça, vous pouvez changer la page? Merci. Ah oui, alors c'est fait main. Moi, je suis juste avocate. Vous l'aurez remarqué. Et puis j'ai vu qu'il y a un grand spécialiste qui a fait pas du tout de slide. Je savais pas que c'était possible, mais c'est pas grave. Voilà, c'est fait main, des couleurs sympas. Avec des dégradés. Ouais, je vois que tout le monde apprécie. Alors, le risk circus, parce qu'on peut être avocat et un peu marketing. Donc, ici, l'idée était de vous montrer que sur Twitter, on pouvait se retrouver dans ce cercle vicieux qui est que tweeter, c'est potentiellement commettre une faute. C'est potentiellement, je vais y aller fort, mais commettre une infraction, et oui, c'est vrai, qui est susceptible d'entraîner une condamnation civile, pénale. Dans la version light, le tweet peut être retiré, mais j'y suis allée à fond. Cette condamnation peut entraîner des sanctions financières qui, pour des petites startups ou des individuels, ça peut avoir de lourdes conséquences. Et puis le pire, finalement, c'est la publicité autour de cette sanction qui va porter atteinte à votre réputation. C'est la e-réputation qui inquiète aujourd'hui tout le monde. Donc l'idée était de vous présenter rapidement et de manière très vulgarisée, vous m'en excuserez, finalement les commandements des tweetos. J'en ai recensé 11. Donc on va rester sur ce chiffre-là déjà exploité par d'autres, mais vous verrez, moi, c'est un peu moins fun. Donc finalement, les règles fondamentales pour tweeter en toute légalité. Ah. Commandement numéro 1, je n'ignore pas que Twitter est soumis au respect des lois françaises. On le disait, on était plusieurs avocats, juristes à le dire. Ça a été consacré par une affaire assez récente, l'affaire UEJF et autres associations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, contre Twitter. Donc c'est vrai que là, je crois que j'ai même perdu Twitter comme client potentiel, mais c'est pas grave. Une ordonnance de référé du 24 janvier 2013 a acté le fait que Twitter ne pouvait pas échapper au droit français. Et pourtant, ils avaient de lourds arguments de l'autre côté, mais la loi pour la confiance dans l'économie numérique qui prévoit des sanctions pénales, de fait, dans la mesure où l'un des éléments constitutifs de l'infraction a lieu sur le territoire français, et avec le net, on voit bien qu'on utilise en France, on a accès en France, de par la France, de fait, toutes ces lois pénales vont avoir vocation à s'appliquer sur le territoire français, même si cette entreprise est hébergée à l'extérieur. Donc tous ces arguments autour de ma plateforme, Twitter est hébergée à l'étranger, donc je ne suis pas soumis au droit français, donc je peux aller très loin dans la liberté d'expression et bénéficier des lois américaines en la matière, sont complètement faux. Donc Twitter doit respecter notamment la loi pour la confiance dans l'économie numérique, celle qu'on appelle la LCEN, et la loi informatique et liberté. Loi pour la confiance dans l'économie numérique, c'est essentiellement le fait que Twitter est aujourd'hui qualifié d'hébergeur. Donc effectivement, Twitter va héberger des contenus. Ces contenus aujourd'hui sont émis par les tweetos. Donc hébergeur de contenu, ça signifie que Twitter n'est pas responsable au premier plan. Twitter sera responsable des contenus manifestement illicites que si on lui l'a notifié dans les règles de l'art. C'est encore la LCEN qui dicte les règles de l'art. Et sa responsabilité ne sera engagée que si elle n'a pas réagi promptement, donc retirer le tweet considéré comme illicite. Et ce qui est illicite en France ne l'est pas aux États-Unis.
L'affaire, justement, UEJF contre Twitter a énormément choqué les Américains, et même, puisqu'il s'agissait de tweets antisémites, a énormément choqué la communauté juive des États-Unis, qui estimait qu'on avait le droit d'être antisémite et de lancer des tweets antisémites. C'est pas la même loi, c'est pas le même contexte, et en l'occurrence, le pragmatisme français s'est appliqué. Ce qu'il faut retenir surtout pour vous, c'est que chaque tweeto est responsable de son contenu. Lorsque l'on dit mes tweets n'engagent que moi, oui, bravo, vos tweets n'engagent que vous. Et les sanctions sont lourdes, sanctions pénales, amende, emprisonnement, et des sanctions civiles pour réparer les préjudices qui sont causés. Alors ok, très bien, le droit français s'applique, je suis anonyme, j'utilise un pseudo, la photo de mon chat, et j'y vais, je tweete. Non. La loi pour la confiance dans l'économie numérique prévoit l'obligation de s'identifier, et au-delà de ça, elle prévoit l'obligation pour l'hébergeur de contenu, et en l'occurrence Twitter, de conserver les données d'identification de chacun des éditeurs de contenu, donc de chacun des utilisateurs de sa plateforme, pour une durée actuelle de 1 an. Et en plus, elle a l'obligation de communiquer l'identité de ces personnes. Et c'est toute l'affaire des tweets antisémites qui ont suivi le hashtag un bon juif. Et après, on a eu un bon gay qui ont permis également de déverser toute la haine de certains tweetos. La conséquence a été que Twitter a effectivement compris et communiqué suite à cette décision de justice que Twitter attendait en fait. Parce que effectivement, si on n'était pas dans un no man's land, on était dans un vrai flou juridique. Donc maintenant, tout le monde sait comment ça fonctionne et il faut en tirer les conséquences. Donc Twitter peut communiquer les données d'identification d'un tweeto anonyme. Commandement numéro 3, je m'assure avoir le droit d'utiliser l'image choisie pour illustrer mon profil. Il ne suffit pas que ce soit sa propre image, il faut aussi s'assurer que la photo, on dispose des droits d'auteur. Et on voit beaucoup de tweetos utiliser une marque pour s'exprimer. C'est en tout cas en droit, en théorie, de la contrafaçon. Lorsqu'on utilise l'image de quelqu'un d'autre, c'est l'atteinte au droit à l'image de cette personne et à sa vie privée. Et déjà sur Facebook, on avait pu voir l'affaire Omar Sy avec un utilisateur de ce réseau social qui faisait des blagues en son nom, qui étaient plutôt bonnes. Il n'en demeure pas moins que c'est interdit, c'est une atteinte à l'image et à la vie privée. Mais aujourd'hui, on va avoir un nouveau délit qui permet de sanctionner le fait qu'une personne va utiliser le nom de quelqu'un d'autre ou l'image de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'on appelle l'usurpation d'identité numérique. Donc sur Twitter, le nom de mon profil doit nécessairement être le mien ou un pseudo que j'ai choisi pour me représenter moi-même. Commandement numéro 5. Je ne me venge pas d'un concurrent ou d'un prestataire. Je vais vous parler du tweet qui coûte très cher. Le tweet à 10 000 € d'une personne brillante, un grand entrepreneur qui s'appelle Jérémy Bérébi, qui avait fondé la start-up Zlio, petite start-up qui fonctionnait correctement. Il recourt au service de référencement.com. Ça se passe pas bien, il n'est pas content, il a très probablement raison, et il le dit sur Twitter par son compte personnel. Condamnation, outre sur les autres faits, il a dû payer, mais son tweet lui a coûté 10 000 € et a eu pour conséquence de fermer sa start-up. Et là, les risques principaux sont l'injure. Donc, quand on se plaint d'un concurrent ou d'un prestataire, ça peut être qualifiable d'injure, de dénigrement, d'atteinte à l'image, de concurrence déloyale, etc. Lui, c'était du dénigrement. Je ne lance pas de rumeurs préjudiciables. Parce que lancer une rumeur finalement qui n'est pas préjudiciable, on n'encourt pas grand-chose. Mais là, pour le coup, on peut être condamné pour diffamation. Et même intention de nuire. L'intention de nuire, c'est pas pénal, hein, c'est uniquement la faute. Quand on revoit mon Risk Circus, on voyait que j'avais parlé de faute et d'infraction. Une faute qui cause un préjudice à autrui peut entraîner une condamnation à des réparations
au titre des dommages et intérêts. Mais les deux, trois derniers commandements ne sont pas forcément liés à Twitter, c'est-à-dire que c'est valable aussi... Sur tous les réseaux sociaux, oui, tout à fait. Mais on en trouve beaucoup sur Twitter. Et comme on tweete rapidement, on ne réfléchit pas beaucoup. Il faudrait finalement, je réfléchis avant de tweeter, mais ça m'arrive et du coup, je suis déjà plus dans l'actualité, donc je n'ai pas tweeté. Il faut aller très vite. Commandement numéro 7, avant de RT, je lis bien le tweet d'origine. Pourquoi ? Parce qu'on s'associe à ce tweet. Quand on RT, on republie l'information. Une information diffamatoire transmise par quelqu'un, donc quand on diffame, on donne une information, on impute à une personne, on allègue des faits et on prétend que celle-ci a commis telle et telle chose, et en principe, c'est faux. Sinon, on n'est pas condamné au titre de la diffamation. En RT, lorsque l'on retweet cette information, on s'associe, on devient un autre éditeur de cette information ancienne. Il faut savoir qu'en matière de diffamation, on n'a que 3 mois pour agir. Ce qui est formidable pour celui qui a été diffamé, c'est qu'il va pouvoir attaquer le second qui a RT. RT, c'est faire courir, une nouvelle fois, le délai d'action contre cette information diffamatoire. Alors, je n'invite pas Mattel à nuire à un détracteur. Commandement numéro 8. Concrètement, je ne communique pas le 06 de mon détracteur. Ce n'est pas une anecdote purement théorique, c'est le tweet de Djibril Cissé qui a transmis le 06 d'une personne qui ne cessait pas de l'appeler. Et il leur a dit, allez-y, voici son numéro, appelez-le. Alors, Djibril Cissé, il s'avère qu'il a un peu plus de followers que moi, ce qui fait que ça a eu des conséquences assez lourdes. La seule chose, c'est que concrètement, comme je disais aux journalistes qui m'apprenaient cette information de très haute importance, après avoir commenté les tweets antisémites et les tweets homophobes, j'ai eu à commenter cette information-là. Donc effectivement, c'est très grave. L'UHD, c'est condamnable au titre de l'atteinte à la protection des données personnelles, puisque le 06, etc., est une donnée personnelle. Donc on peut trouver énormément de fondements. On n'est pas dans un no man's land. Après, il faut être pragmatique. Je ne suis pas sûre que l'harceleur aille se plaindre contre l'atteinte à la protection de ces données personnelles par l'autre personne, mais potentiellement, c'était possible. De 9. Je ne communique pas une information confidentielle de la marque. Je n'ai pas vu ce cas pour le moment concernant, par exemple, une campagne de pub qui aurait dérapé. On l'a vu sur une affaire il y a quelques temps, c'était Facebook, son fameux F8, son université. Il devait parler de la fonctionnalité qui permet de savoir ce qu'écoute l'un de nos amis. Fonctionnalité extrêmement confidentielle, un calendrier de campagne concernant cette communication. Et puis, l'un des employés exemplaires de Facebook a dérapé avec un tweet en annonçant cette fonctionnalité avant cette université F8. Donc, la campagne en elle-même, la stratégie de communication a fait flop. Mais ce qu'on voit surtout sur Twitter, c'est des informations confidentielles qui viennent finalement de l'intérieur. Tout ce qui est syndicat, qui va communiquer sur ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise. Air France nous en parlait dans le livre qu'on a coécrit avec Vincent, le guide de la communication sans risque, et nous confiait ces problématiques qui sont que finalement, ce sont les collaborateurs, les syndicats qui aujourd'hui tweetent beaucoup et utilisent Twitter comme un moyen de pression sur le patronat, sur l'entreprise et son fonctionnement. Commandement numéro 10, je veille à ce que les hashtags que je crée n'incitent pas à la commission d'une infraction ou d'un délit, parce que ça nous échappe. Tout à l'heure, on nous expliquait brillamment pour le PSG, c'est si... C'était quoi le hashtag qui avait été créé Pourquoi je suis fière d'être parisien? Non, c'est pas ça. Je sais que je suis parisien quand. Je suis parisien quand ça peut inspirer énormément de personnes pleines d'humour pour donner des informations préjudiciables et peut-être même insultantes. Le risque reste faible en matière de condamnation, mais lorsqu'on lance une campagne, ça peut aussi nous échapper. On lance un hashtag et puis ils vont être déversés parce qu'on le voit.
C'est quand même très virulent sur Twitter. Les tweetos sont assez violents. On voit qu'il y a un vrai sentiment d'impunité, même si on sait que toute infraction peut être ensuite condamnée. Ce sentiment d'impunité, il demeure. On est plus avisé, mais ce sentiment d'impunité demeure, et ça peut vous échapper et avoir après des associations, je ne sais pas moi, de lutte, de protection de l'environnement qui s'en prennent à la marque, de protection des femmes, etc., de l'enfance, et puis telle ou telle religion qui sont assez actives sur les luttes qui les concernent. Commandement numéro 11, je le voulais quand même. C'est le suivant. J'apprécie préalablement l'opportunité d'attaquer un tweet par les voies juridiques ou judiciaires. Et oui, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse sur ce dernier slide, parce que même si des tweetos ont utilisé votre marque pour communiquer sous son nom, c'est effectivement de l'usurpation d'identité numérique. Utiliser le logo ou la marque, c'est effectivement de la contrefaçon, mais on doit toujours apprécier l'opportunité d'attaquer. De nombreuses marques nous ont confié que c'est souvent des fans. Quand c'est un détracteur, on a toutes les raisons de vouloir y mettre un terme, et quand c'est des fans, c'est pas le moment de se les mettre non plus à dos. Et quand on vexe un fan, on peut vexer également tous ses followers et puis les autres, parce que la démarche peut apparaître violente et le juridique ou le judiciaire n'a pas toujours bonne presse. Mais j'espère que je vous ai fait changer d'avis. Merci beaucoup pour ces 11 commandements très clairs.